Les élections fédérales allemandes qui ont lieu le 31 juillet 1932 sont un séisme dans la République de Weimar. Le NSDAP, parti nazi de Adolf Hitler, qui 5 ans auparavant parvenait péniblement à atteindre 2,6% des suffrages, vient de remporter 37% des votes. Il devient ainsi la première puissance politique du pays. Lors de ces élections, le parti a ringardisé l'ensemble de la classe politique en menant une campagne ultra novatrice pour l'époque. Usage intensif de la radio, campagne d'affichage massive, et surtout des meetings gargantuesques à la mise en scène extrêmement soignée, où les discours d'Hitler sont diffusés sur haut-parleurs et qui rassemblent des dizaines de milliers de participants. On estime qu'une seule grande manifestation de campagne peut coûter jusqu'à 100 000 Reichsmark. En utilisant l'avion, le Führer peut tenir plusieurs de ses grandes messes par jour, mobilisant ainsi en une journée des fonds équivalents à l'ensemble du budget de campagne d'un de ses partis concurrents, et le tout derrière le slogan « Le Führer au-dessus de l'Allemagne ». Le parti est également omniprésent dans la presse et le journal officiel du NSDAP, le Völkischer Beobachter, ainsi que des dizaines d'autres relaient la propagande nationale-socialiste. Rien qu'à Berlin, le journal de Goebbels, Der Angriff, tire à 90 000 exemplaires par jour. Pendant la campagne, le parti tient près de 300 réunions électorales quotidiennes, dans tout le pays, où là encore tout est fait pour théâtraliser la puissance des nazis. Multiplication des drapeaux rouges et blancs à la croix gammée, chants, uniformes, parades de SA, fanfares, défilés à la torche. Le tout donne à la foule un sentiment d'unité et de force. Ces élections se déroulent dans un climat d'ultra-violence, avec des émeutes qui ensanglantent le pays et font près de 500 morts. Plusieurs régions allemandes, comme la Bavière et la Saxe, sont le théâtre de violents affrontements de rue entre militants communistes et nazis. Les forces de l'ordre sont dépassées et sous-équipées par rapport aux 400 000 SA, les sections d'assaut du NSDAP, qui font régner la terreur et le chaos dans la rue. On parle d'une véritable armée privée, vêtue, armée et entretenue sur les fonds seuls du parti. Pour financer tout ça, ils viennent de claquer 6 millions de Reichsmark en quelques semaines, là où le parti avait un budget de quelques centaines de milliers de marks à l'année, encore 3 ans auparavant. Donc la question qu'on peut se poser, c'est qui a payé ? Qui a rincé le parti pour qu'il puisse y lâcher une telle campagne ? Dans cette vidéo, c'est à cette question qu'on va essayer de répondre, et pour cela, on va commencer par revenir quelques années en arrière pour voir quel était l'état du parti à la fin des années 20. En 1929-1930, avant le début de la Grande Dépression en Allemagne, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, parti nazi, est une petite formation située à l'extrême droite de l'éventail politique allemand. Aux élections du Reichstag, le Parlement, du 2 mai 1928, il remporte 2,6% des voix, soit un déclin relatif par rapport au score de 1924, 3%. Si le NSDAP a eu un petit moment de dynamisme lorsque tout allait mal au milieu des années 20, le parti est en perte de vitesse. Le NSDAP vivote avec l'aide de quelques petits mécènes tels que Henry Ford. Oui, Henry Ford, l'homme qui a révolutionné l'industrie automobile, le fils de fermier qui a construit un empire, le rêve américain incarné, aux citations inspirantes telles que « Échouer, c'est avoir l'opportunité de recommencer de manière plus intelligente »,« À celui qui voit loin, il n'est rien d'impossible », ou encore « On ne peut pas différencier les judéo-mongols, il faut les attaquer en masse, ils font tous partie du même système ». Ah oui, quand même. Bah oui, Henry Ford, c'est un antisémite convaincu qui n'hésite pas à qualifier les juifs de germes dont il faudrait nettoyer la race humaine. Il déclare qu'il faut réveiller chez les jeunes la fierté de la race et qu'il n'y a pas de plus grand contraste entre la race aryenne et la race des juifs. Autant de phrases qui vont directement dans le cœur du Führer qui, d'après les rumeurs, ira même jusqu'à afficher un poster de l'industriel dans la salle d'attente de son bureau. On est sur du niveau de coach en motivation raciste, incroyable. Mais son soutien se limite à quelques dizaines de milliers de dollars entre les années 20 et les années 30, ce qui reste de l'ordre de l'argent de poche. Si le parti peut compter sur les cotisations de ses membres, sur les dons de particuliers, sur des campagnes de collecte, les nationaux-socialistes n'hésitent pas à avoir recours à des moyens bien moins recommandables. À cette époque, une grande partie du budget du parti vient des réseaux criminels. Les SA, la milice paramilitaire du parti, a souvent recours à des circuits illicites pour se financer. On parle de trafic d'armes. Il y a des millions d'armes issues de la Première Guerre mondiale en circulation libre dans l'Allemagne, de l'alcool de contrebande et du marché noir.
On a entre la pègre et le Parti national-socialiste une alliance de convénience. D'un côté, les milieux criminels profitent de l'instabilité politique pour étendre leurs activités. Hitler, quant à lui, voit ces réseaux comme une source précieuse de financement, surtout dans des années où le parti est encore marginal et largement anti-système. Marginal en effet parce que l'Allemagne ne va pas trop mal à ce moment-là. Le pays vient de survivre à une décennie de chaos entre crise économique, hyperinflation, chômage de masse et menace de révolution communiste. Après un démarrage cataclysmique lié aux difficultés économiques d'après-guerre et au poids des réparations imposées par le traité de Versailles, la République de Weimar se redresse plutôt bien à partir du milieu des années 20, attire les investissements étrangers et notamment américains, dont le pays devient rapidement dépendant. Jusqu'à la fin des années 20, la République jouit d'une croissance assez spectaculaire et l'Allemagne redevient petit à petit un État fréquentable sur le plan diplomatique et il se montre remarquablement dynamique sur les plans sociaux et culturels. En 1930, le futur semble alors prometteur pour la République. Une grande coalition portée au pouvoir réunit le Parti social-démocrate, le Zentrum, centre catholique, le Parti démocratique allemand et le Parti du peuple allemand. Le nouveau gouvernement est dirigé par le centriste Heinrich Brüning. Pas de chance. 6 mois après l'arrivée au gouvernement de cette coalition, un petit événement se produit de l'autre côté de l'Atlantique. La bourse de Wall Street se crache lors du jeudi noir et les cours financiers s'effondrent, entraînant de nombreuses faillites d'entreprises. L'Allemagne est violemment touchée par la crise qui s'ensuit. En effet, l'économie du pays est l'une des plus exposées à une crise financière internationale. L'apparente prospérité de l'Allemagne repose sur 2 piliers. Premièrement, son déficit budgétaire impressionnant, 6,5 milliards de dollars, rend indispensable l'importation de capitaux étrangers pour l'investissement dans l'industrie nationale. 40% de ces capitaux sont des prêts à court terme aux banques allemandes, alors que ces dernières les investissent dans l'industrie nationale sous forme de crédit à long terme. Si le prêt des capitaux étrangers n'est pas renouvelé, les banques se trouvent donc dans l'impossibilité de rembourser leurs dettes. Deuxièmement, même si la balance commerciale est déficitaire, l'Allemagne exporte un tiers de son PIB, ce qui la rend dépendante de la conjoncture internationale. Si le commerce diminue, l'économie allemande en souffre immédiatement. En juillet 1930, le Parlement se trouve dans une impasse. Le chancelier du Reich, Heinrich Brüning, persuade le vieux président, maréchal et héros de la Première Guerre mondiale, Paul von Hindenburg, de dissoudre le Reichstag et d'organiser de nouvelles élections pour le mois de septembre, afin de sécuriser une majorité qui lui permettra de réagir dans des circonstances qui nécessitent une politique vigoureuse. Pour cela, on invoque l'article 48 de la Constitution de la République de Weimar, qui permet au gouvernement de diriger le pays sans l'accord du Parlement, en cas d'urgence nationale, et de promulguer des décrets présidentiels. Et là, premier choc, dans un contexte de début de récession, les nazis remportent 18% du vote, devenant le deuxième parti politique du pays. C'est un x8 par rapport aux élections ayant eu lieu 2 années auparavant. De l'autre côté du spectre politique, le Parti communiste, ou KPD, augmente. Mais c'est bien moins spectaculaire. Il passe de 11 à 13%. Et là, on a notre premier baron qui rentre en scène. En 1929, Alfred Hugenberg, propriétaire d'un groupe de médias contrôlant directement ou indirectement 1600 journaux sous la République de Weimar, décide de s'allier à Hitler. Ce businessman est à la tête du Trust Hugenberg, un conglomérat d'entreprises d'édition, de cinéma, de presse et de publicité. Alfred Hugenberg a une vision nationaliste et anticommuniste. Il est à la tête du DNVP, un autre parti d'extrême droite à tendance plutôt conservatrice, voire monarchiste. Pensant pouvoir utiliser Hitler comme un outil pour atteindre ses propres objectifs politiques, Hugenberg s'allie avec le Führer. Pour le mania de la presse, soutenir les nazis, c'est une manière de contrer l'influence croissante des partis de gauche qui menacent son contrôle sur l'économie allemande. Hugenberg, c'est avant tout un homme d'affaires à la tête de multiples conseils d'administration, qui a des connexions un peu partout dans l'économie allemande. Dans un sens, on peut dire qu'il voit le parti nazi comme un business en perte de vitesse, mais avec un gros potentiel de croissance dans un contexte de crise économique. Il investit sur Hitler, il lui offre une exposition médiatique massive, évaluée à plusieurs millions de marks, et c'est un pari gagnant. Le parti nazi multiplie par 8 son score de 1928, lors des élections du Reichstag du 14 septembre 1930. Le discours du Führer, qui dénonce la finance mondiale enjuivée, responsable de tous les maux de l'Allemagne, fait mouche, et a maintenant une exposition massive dans les médias. Surtout, et ça c'est super intéressant, les nazis arrivent à capter l'attention d'une cible électorale très précieuse, qui rejette en bloc les partis traditionnels et conservateurs. Les jeunes, bah oui, ceux qui ont grandi dans un contexte d'après-guerre, avec des familles endeuillées,
avec l'hyperinflation des années 20 et que la crise de 29 a mis au chômage. La génération perdue à qui les nationaux-socialistes fournissent un narratif parfait, un ennemi commun, une fierté d'appartenir à la race aryenne, un espoir. Ce qui est d'un cynisme sans fond quand on sait ce que le parti est en train de préparer dans l'arrière-boutique. Le problème pour Hugenberg, c'est que ça fonctionne même un peu trop bien. Le NSDAP siphonne une partie des voix du DNVP, à peu près 2 millions d'électeurs. Et si Hugenberg fera bien partie du premier gouvernement d'Hitler, une fois celui-ci nommé chancelier, il va vite se faire pousser sur le côté de la scène et sera complètement marginalisé au milieu des années 30. Il verra même une partie de ses actifs financiers et économiques se faire saisir par le NSDAP. Oui, le nazi, c'est par nature un prédateur, et une fois que la main qui le nourrit devient vide, il va pas hésiter à la mordre. Après les élections de 1930, le pays continue de s'enfoncer dans la crise économique. En 1932, le pays compte 6 millions de chômeurs, soit un travailleur allemand sur 4. L'économie est en récession, la production industrielle chute, tout comme les exports. Pendant 2 ans, le gouvernement Brüning opte pour une politique de déflation et de restauration de l'équilibre budgétaire. Pour ce faire, il fait passer une série de mesures impopulaires à coup d'article 48. Ainsi, il impose une augmentation des impôts sur les entreprises, ce qui déplaît au patronat, une baisse des salaires, des prix et des loyers, ainsi qu'une réduction des allocations chômage et des prestations sociales, une limitation des importations afin de diminuer l'endettement extérieur. Toutes ces mesures échouent et en 1932, le vieux Hindenburg destitue Brüning pour nommer au poste de chancelier Franz von Papen, un ancien diplomate, membre du Zentrum, qui arrive et, comme on ne se refait pas, remet un coup d'article 48, ce qui entraîne une nouvelle dissolution du Reichstag. Cette fois, le parti nazi gagne 37,3% des voix aux élections de juillet 1932, devenant ainsi le plus grand parti politique d'Allemagne. Les communistes prennent des voix aux sociodémocrates dans un climat économique en constante dégradation, remportant eux 14,3% des suffrages. Mais c'est une hausse somme toute limitée pour un parti d'extrême gauche, soutenu par l'internationale communiste et indirectement par l'URSS, dans un contexte de crise qui frappe de plein fouet les ouvriers. Mais de fait, le Reichstag en 1932 est composé pour plus de la moitié de représentants de partis qui se sont publiquement engagés à mettre fin à la démocratie parlementaire. Bon, à nouveau, il s'est passé un truc. Et là, notre second baron vient d'entrer en scène. Fritz Thyssen, magnat de l'acier. Il s'agit de l'héritier de l'entreprise de métallurgie Thyssen, basée dans la Ruhr, et qui fournit notamment de l'acier aux chantiers navals, aux fabriques de machines et, bien sûr, au secteur de l'armement. À la tête d'un cartel d'entreprises du secteur d'acier de la Ruhr, Fritz Thyssen est également un nationaliste convaincu qui voit dans les nazis une jolie opportunité business. Déjà, les nazis promettent de détruire les syndicats, de réduire les droits des travailleurs et d'éliminer toute menace communiste. Exactement ce que les industriels veulent entendre. Ensuite, les projets expansionnistes d'Hitler, ça va être bon pour les carnets de commandes, ça. Réarmer l'Allemagne, c'est la promesse de contrats juteux pour les entreprises du secteur sidérurgique. Fritz Thyssen commence par acheter en 1930 la Braune Haus à Munich. Il finance sa rénovation afin d'en faire le nouveau QG du NSDAP. Il entame parallèlement une campagne afin d'encourager les industriels à travailler avec les nationaux-socialistes. Fritz Thyssen devient officiellement membre du NSDAP le 1er mai 1930. Dès 1931, il donne 1 million de Reichsmark au NSDAP, un montant gigantesque pour l'époque. En 1932, il invite Hitler à venir pitcher son programme devant 200 industriels qui sont conquis et décident d'investir massivement sur cet Autrichien gesticulant qui leur promet monts et merveilles. En échange de leur soutien financier, les nazis leur offrent une vision d'une économie capitaliste solide, et cette fois affranchie des revendications ouvrières et des perturbations révolutionnaires. En 1932, les industriels augmentent considérablement leur soutien financier. Près de 6 millions de marks sont dépensés lors des élections législatives, alors que le budget nazi n'était que de 200 000 marks 4 années auparavant. Ça y est, le NSDAP est donc le premier parti au Reichstag allemand, avec 230 sièges sur 608. Thyssen se félicite d'avoir investi sur le bon poulain. Bon, le problème pour Thyssen, c'est qu'en fait, il n'a pas bien compris à qui il avait affaire. Il n'a pas lu toutes les conditions générales de vente du parti. Il y a un petit détail dans le programme d'Hitler qu'il n'a pas regardé, le fait qu'il soit antisémite par exemple. Et là, il va bien s'en rendre compte lors de la nuit de cristal en 1938, où des milliers de magasins juifs vont être cassés et à peu près une centaine de juifs vont être tués par les SA.
Donc à ce moment-là, il démissionne de toutes ses fonctions dans le parti, quitte l'Allemagne et se réfugie en France, où il se fera pincer en 1940 par le gouvernement vichiste et remis aux autorités allemandes et finira la guerre dans un camp de concentration. Mais revenons-en aux conséquences directes de ces élections de 1932. À partir de là, le chancelier von Papen s'avère incapable d'obtenir la moindre majorité parlementaire pour gouverner, et il est poussé à la démission. Son successeur, le général Kurt von Schleicher, arrive avec une nouvelle idée. Il dissout une fois encore le Reichstag à coup d'article 48. Aux élections suivantes, en novembre 1932, cette fois les nazis perdent du terrain, avec un score de 33% des scrutins, tandis que les communistes progressent avec 17% des voix. Et là, devant la hausse du péril rouge, les élites politiques et économiques allemandes ont une descente d'organes. C'est là que notre troisième baron intervient. Hjalmar Schacht, l'ancien président de la Reichsbank, présente au président Hindenburg une pétition signée par 24 industriels et banquiers allemands, dont des présidents de conseil d'administration de la Deutsche Bank et de la Commerzbank, qui réclament la nomination d'Adolf Hitler au poste de chancelier du Reich. Schacht, c'est une sorte de petit magicien de la finance. Après avoir travaillé dans diverses banques, puis avoir aidé à organiser l'économie de guerre allemande entre 1914 et 1918, Schacht contribue principalement à juguler l'hyperinflation en créant une nouvelle monnaie, le Rentenmark, puis le Reichsmark, lorsqu'il est commissaire à la monnaie de la République de Weimar entre la fin de 1923 et l'année 1924. Il est nommé président de la Reichsbank et met en place un système qui facilite et réduit les réparations de guerre auxquelles l'Allemagne est astreinte. Après le traité de Versailles, il diminue l'endettement du pays et participe massivement à son redressement économique. Schacht, c'est donc une figure majeure de l'économie et de la politique allemande. Et c'est le chaînon manquant entre l'industrie et la politique. C'est lors d'un dîner auquel il est invité par Hermann Göring, le 5 janvier 1931, qu'il rencontre le Führer. Attiré par le programme et la conviction de ce dernier, sentant qu'il peut jouer un rôle et assurer ainsi sa propre carrière, il se rapproche du NSDAP entre 1930 et 1932, sans pour autant adhérer au parti. Il fait jouer ses connexions et le 19 novembre 1932, il recueille la pétition des industriels, adressée par 24 représentants de l'industrie, de la finance, de l'agriculture au président du Reich, Paul von Hindenburg, pour réclamer la nomination d'Adolf Hitler au poste de chancelier du Reich. Dans le même temps, Schacht rassure le secteur bancaire sur le programme économique nazi et sur l'opportunité financière que celui-ci représente pour le pays. Il convainc les banquiers et facilite la mise en place de prêts au parti ainsi qu'aux entreprises qui lui sont désormais acquises, IG Farben, la famille Krupp et bien sûr Thyssen. Finalement, le 30 janvier 1933, le président Hindenburg nomme Adolf Hitler chancelier avec l'espoir de se servir de la popularité du Führer auprès des masses afin de favoriser le retour à l'ordre, mettre en place un régime conservateur, autoritaire, voire pourquoi pas monarchique. Alors, pour la partie retour à l'ordre, si on veut, pour la partie mise en place d'un régime autoritaire, voire monarchique, dans un sens oui quand même, mais pour ce qui est d'utiliser Hitler, non. Hindenburg sera très vite déçu, il va falloir quelques mois au Führer pour démolir complètement l'état de droit allemand à partir de là. Et en moins de 2 ans, on a quasiment la dictature que l'on connaît. Pour ce qui est de Hjalmar Schacht, il va être nommé ministre de l'économie en charge de financer le réarmement du Reich. Pour cela, il va encore avoir recours à des tours de passe-passe assez ingénieux. Il va mettre en place des bons auxquels les ménages allemands vont souscrire et qui vont permettre pendant un temps d'accroître les finances du Reich. Mais au bout d'un moment, il va se retrouver dépassé par le système économique nazi complètement dysfonctionnel qui peut fonctionner uniquement sur la prédation d'autres économies. Il va exprimer son désaccord et à partir de là, comme les autres, il va se retrouver sur la touche et disparaître. Il fera ensuite partie des accusés jugés à Nuremberg. Ce qu'on peut dire au final, c'est que les nazis ont réussi de manière très habile à jouer un double jeu. Le premier en manipulant les masses avec un discours très démagogique, populiste, qui a fait complètement mouche dans le contexte économique et politique dans lequel il se situait, tout en servant un discours complètement différent auprès des élites industrielles et politiques du pays, qui vont d'ailleurs se laisser convaincre assez facilement, parfois par peur, parfois par calcul idéologique, souvent par cupidité. On va en rester là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.